Donc, nous aurons 4 exposés qui sont présentés par les assistants de médecine interne qui sont pour la plupart en 3e année du tronc commun, sauf un. Alors la première oratrice, c'est Marie Neuville, qui va nous proposer une étude prospective pour moduler l'évolution des kystes chez les patients qui ont une polykystose hépatorénale. Donc bonjour. Donc ici, en fait, c'est pas un cas clinique que je vais proposer. Je vais vous parler d'une étude qu'on a faite concernant l'infection de kyste chez le patient ADPKD. Et en fait, on aurait voulu lancer une étude prospective en association avec le CHU et peut-être Erasme pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pour la prise en charge donc de l'infection de kyste chez le patient ADPKD. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un patient ADPKD? Donc c'est un patient qui est porteur d'une maladie, enfin d'une mutation génétique à transmission autosomique dominante. C'est responsable d'une néphropathie héréditaire qui est en fait la néphropathie héréditaire la plus fréquente et qui se caractérise par l'apparition de kystes rénaux et hépatiques avec une organomégalie à terme parfois responsable de gènes abdominales qui évolue généralement vers l'insuffisance rénale terminale et qui a 2 grands types de complications kystiques aiguës, à savoir l'hémorragie kystique et l'infection kystique. Donc au niveau des complications aiguës, en fait, le diagnostic différentiel est très compliqué entre l'infection de kyste, l'hémorragie kystique, et la complication non kystique, comme tout patient non ADPKD pourrait faire, avec une douleur abdominale, éventuellement de la fièvre. Et pourtant, c'est très important de faire la différence puisque le traitement est fort différent. L'infection de kyste, c'est normalement une antibiothérapie de 6 semaines avec éventuellement une ponction kystique si elle est possible ou si elle est indiquée en cas de sepsis, des choses comme ça. L'hémorragie kystique, ce sont des antalgiques et une surveillance rapprochée, et la complication non kystique, ça dépend forcément de la pathologie. Et donc, c'est très important de faire le diagnostic différentiel. Alors, la définition des infections et des hémorragies kystiques, Salé, en 2009, a proposé une définition. Donc, l'infection kystique va être certaine si on a une ponction kystique qui montre des bactéries ou des neutrophiles, mais comme je l'ai dit, la ponction de kyste, soit rénale ou hépatique, elle est rarement effectuée. Et donc, du coup, il y a des critères cliniques qui ont été proposés. Et donc, quand le patient rencontre simultanément les 4 critères, eh bien, on peut retenir le diagnostic d'infection de kyste probable. Donc, les 4 critères, forcément, le patient doit être ADPKD et alors avoir une douleur abdominale en regard d'une zone kystique, en sachant bien que parfois, avec l'organomégalie, on peut avoir, entre guillemets, un foie gauche, une température supérieure à 38 degrés Celsius pendant 3 jours, une CRP supérieure à 50 mg par litre et alors pas d'hémorragie kystique ou de pathologie non kystique au niveau du scanner abdominal. Et alors l'hémorragie kystique, elle est définie par une densité intrakystique spontanément supérieure à 50 unités Hounsfield au scan. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise des critères cliniques? Parce qu'en fait l'imagerie conventionnelle, elle est très mauvaise. On voit ici, donc ça c'est Salé aussi en 2009 qui publie ça, qui dit que quand on regarde l'ultrason, le scan et l'IRM, on va pas se tracasser du PET scan pour l'instant, on voit que en fait la sensibilité est assez mauvaise. Si on prend la première ligne définie renal cyst infection, on voit que dans 33% des cas, on va le diagnostiquer alors que le diagnostic est certain, puisque c'est défini, on a une ponction intrakystique. On voit que donc dans 2 tiers des cas, le diagnostic il est loupé. Alors le problème, c'est que ce sont toujours des toutes petites cohortes, donc ce qui rend l'interprétation statistique un peu compliquée, mais toujours est-il qu'on manque clairement de sensibilité au niveau de l'écho, du scan et même de l'IRM. Et donc récemment ont été proposées l'utilisation du PET scan pour le diagnostic de l'infection de kyste. Et donc, par exemple, ici on voit une image d'un PET avec une infection de kyste. Maintenant, le problème, c'est l'accessibilité du PET scan. Et c'est de nouveau, ce sont des toutes petites cohortes. Il n'y a pas d'études prospectives, il n'y a pas d'études un peu bien faites en prospectif pour voir si le PET scan est sensible ou spécifique. Donc, on se base en fait chaque fois sur une dizaine de patients. Et alors, on a aussi proposé l'intérêt du CA 19-9
pour uniquement l'infection hépatique. Mais le problème, c'est que c'est de nouveau sur des cohortes, là je crois qu'on est sur 5 patients qui étaient greffés rénaux, et on sait que le CA19-9 de base chez un patient non infecté ADPKD est majoré, donc ça doit se comparer par rapport au taux basal chez le patient. Donc, en gros, c'est inutilisable actuellement en tous les cas. Et donc du coup, on avait publié un article où nous, on avait repris la population du CHU sur 10 ans, la population d'ADPKD étiquetée telle quelle dans le RCM. Sur ces 234 patients, on avait 173 qui avaient vraiment un diagnostic d'ADPKD qui pouvait en tous les cas être retenu avec des critères suffisants. Si vous voulez, on en reparlera après. Et donc du coup, on se retrouve en fait, en regardant, on prend que les gens qui sont venus pour des douleurs abdominales au CHU, aux urgences ou en hospi en néphro. Et donc on se retrouve en fait avec 30 hémorragies kystiques, 23 infections kystiques certaines ou probables. Donc sur 10 ans au CHU, on a 23 épisodes. Et alors, le problème qu'on a, c'est qu'on a 35 personnes. Avec l'imagerie conventionnelle, en tous les cas, on ne sait pas ce qu'ils ont, parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères cliniques qui sont quand même très stricts. 3 jours de fièvre en Belgique, souvent on va à l'hôpital avant. Et donc du coup, on avait pris notre cohorte et on avait regardé les caractéristiques cliniques et biologiques. Et on avait ici, je me suis simplement concentrée sur l'hémorragie par rapport à l'infection. On voit qu'on a souvent de la température dans l'hémorragie, dans l'infection, mais on l'a quand même de temps en temps dans l'hémorragie. Une CRP qui est plus élevée dans l'infection, ce qui paraît logique. Une leucocyturie qui est plus élevée aussi, et alors des hémocultures qui sont plus souvent positives, mais même si c'est plus souvent positif, on n'est jamais qu'à 50% d'hémocultures positives sur des infections de kystes qui sont donc définies, qui sont certaines ou probables. Dans notre étude aussi, on tombe sur une imagerie conventionnelle qui est très peu performante. Et donc, du coup, la fin de l'article, c'était en fait de proposer un algorithme diagnostique. Et donc, le but de l'étude, c'est un peu de tester cet algorithme-là. Donc, c'était de dire que quand on a un patient ADPKD qui se présente avec de la fièvre et des douleurs abdominales, on fait un check-up habituel comme tout patient qui se présenterait aux urgences. Et si on n'a pas d'étiologie, on ferait un scan abdo. Alors, l'injection ou pas du scan va dépendre forcément de la fonction rénale, puisque le patient est souvent insuffisant rénal. Mais on n'en a pas besoin pour diagnostiquer l'hémorragie kystique. Maintenant, pour une appendicite, c'est quand même plus facile d'avoir un scan injecté qu'un scan sans contraste. Donc ça reste le clinicien qui doit décider si oui ou non il veut injecter, si la fonction rénale est bonne. Avec ensuite, si on a donc une hémorragie kystique, on est bon, on a le diagnostic, a priori en tous les cas. Si on a une pathologie non kystique, on est bon aussi, on a le diagnostic. Comme on l'a dit, le scan abdo est quand même très mauvais pour trouver une infection de kyste, donc on pourrait éventuellement le voir, mais avec toutes les réserves qu'on peut quand même mettre. Et donc du coup, face à ça, associé avec une CRP supérieure à 70, surtout si on a une leucocyturie, des urines positives et des hémocs positives, eh bien on serait face à une infection de kyste probable. Et donc nous, ce qu'on proposait, c'est de faire un PET scan qui permettrait d'une part d'avoir un diagnostic de certitude, puisqu'on part sur 4 à 6 semaines d'antibiotiques, donc c'est pas rien du tout, mais en plus qui permettrait, puisqu'on est dans le cadre d'une étude, de voir si le PET scan est sensible, spécifique, et d'essayer d'avoir une cohorte un peu plus grande si on va sur plusieurs hôpitaux. Et donc face à un PET qui serait à ce moment-là négatif, on fait un close follow-up, mais a priori pas d'antibio. Et donc ici, l'étude prospective qu'on aimerait lancer, on serait un peu moins strict pour essayer d'avoir un peu plus de patients. On n'attendrait pas forcément 3 jours pour la température, mais donc douleur abdo, température supérieure à 38 chez un ADPKD. On vérifie que le patient ne va pas se choquer, auquel cas on met des antibiotiques rapidement, depuis que SofaScore. Si on a un petit peu de temps, à ce moment-là, on lance l'algorithme qui nous permettra, l'algorithme que je vais vous montrer juste après, qui nous permettra de voir si soit on lance une antibiothérapie empirique par Junta, céphalosporine de 3e génération, et puis une monothérapie en fonction de l'antibiogramme. L'antibiothérapie empirique, on l'a discuté avec Monsieur Fripia au CHU sur base de nos antibiogrammes et des antibiogrammes qui avaient été obtenus par Salé en France. Ou alors, si on va sur de l'antalgie. Et l'algorithme qu'on propose, mais qui est ouvert à discussion, l'étude n'est pas du tout lancée, on aimerait voir un peu ce que tout le monde en pense, c'est de dire que face aux plaintes initiales, on fait un scan. Si on a un scan qui montre une hémorragie kystique, une CRP inférieure à 70, on considère qu'on a le diagnostic, on fait une surveillance et une antalgie.
Si on a une CRP supérieure à 70, c'est quand même ennuyeux, c'est pas impossible, mais le 70, on l'avait choisi sur base de notre étude rétrospective parce que c'était un cut-off qui paraissait très bon pour différencier les deux. Et donc à ce moment-là, on propose de faire un PET scan à but diagnostique, puisque normalement l'hémorragie kystique donne rarement, en tous les cas, une CRP à 70. Et donc à ce moment-là, discuter l'antibiothérapie. Si on a un scanner qui montre une hémorragie, une infection kystique ou rien du tout, à ce moment-là, si on a une CRP inférieure à 70, on fait une surveillance et une antalgie, on n'a pas vraiment de diagnostic, mais est-ce qu'il faut vraiment couvrir? On n'en est pas tout à fait sûr sans CRP. Et si par contre on a une CRP supérieure à 70, à ce moment-là, on a une infection kystique. Donc on lancerait l'antibiothérapie et on ferait un PET scan à but entre guillemets scientifique pour enfin pouvoir avoir une idée de la sensibilité, de la spécificité du PET scan dans une étude prospective, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Ouais, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un cas d'hépatomégalie au retour d'un pays en voie de développement. Donc, il s'agit d'un homme de 31 ans d'origine portugaise qui a voyagé au Cap-Vert il y a 3 mois. Il n'a pas d'antécédents particuliers, il ne prend que de la vitamine D comme traitement. Donc, il se présente pour une altération de l'état général depuis 2 mois avec inappétence et perte de 4 kg. Il présente des sensations fébriles nocturnes avec frissons, mais n'a pas pris sa température. Il décrit également une gêne épigastrique continue depuis une semaine, n'a pas de trouble du transit, mais a présenté quelques épisodes de rectorragie en faible quantité. Il a été mis empiriquement sous antibiothérapie par son médecin traitant par augmentin donc depuis 5 jours. À l'examen clinique, on retrouve essentiellement une douleur à la palpation profonde épigastrique et de l'hypocondre droit, avec une hépatomégalie à 2 travers de doigts. Donc à la biologie d'admission, on retrouve un syndrome inflammatoire avec une CRP à 90 mg par litre, sans hyperleucocytose, des plaquettes majorées à 622 000 et des gamma-GT et phosphatase alcaline légèrement augmentées, sans hyperbilirubinémie ni cystolyse. Donc, au scanner abdominal d'admission, on retrouve une masse hépatique antérieure droite de 9 cm de diamètre, à centre hypodense, avec des contours rehaussés. Donc voilà, ici en coupe frontale. Donc face à ce tableau, donc, il se pose différents diagnostics différentiels, donc un abcès hépatique apiogène, un abcès parasitaire comme on peut le voir dans l'amibiase, l'échinococose, un abcès fongique, un kyste biliaire compliqué, une tumeur nécrosée ou une métastase kystique. Donc, on a réalisé des explorations complémentaires. Les hémocultures à froid sont revenues négatives. La sérologie échinocoque est revenue négative et la sérologie amib était toujours en cours à ce moment-là. Un drainage du kyste a été réalisé sous contrôle scanographique au 10e jour et a ramené 160 ml de liquide purulent d'aspect chocolat qui a été envoyé donc à l'Institut de médecine tropicale pour examen direct, culture et PCR. Et une antibiothérapie empirique par augmentin a été poursuivie pour une durée totale de 15 jours. Donc, après 1 mois, le patient a été revu en consultation et la PCR pour l'amib, donc Entamoeba histolytica, est revenue positive. Donc, après ça, un traitement par métronidazole pendant 10 jours a été mis en place. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de l'amibiase en détail. Donc, il s'agit d'une infection à protozoaire qui est l'Entamoeba histolytica. C'est un parasite obligatoire de l'homme qui en constitue l'hôte et le réservoir. Donc, en fait, l'infection se fait par l'ingestion de kystes qui se trouvent au niveau des os, des aliments souillés. Les kystes, une fois arrivés dans l'intestin, vont éclore et se transformer en formes végétatives qui sont les trophozoïtes. Et les trophozoïtes vont développer des facteurs de virulence au niveau de la paroi colique et entraîner des ulcérations à ce niveau et peuvent disséminer par voie hématogène. Donc, la transmission se fait surtout par voie féco-orale ou sexuelle. Les kystes, une fois dans l'environnement, ils peuvent survivre très longtemps, donc sont assez résistants. Donc voilà ici la répartition mondiale de l'amibiase, donc c'est surtout les zones sous-développées intertropicales. Donc l'amibiase atteint 50 millions de cas dans le monde et est responsable de 40 000 à 100 000 décès par an. Donc il s'agit de la deuxième infection parasitaire la plus mortelle après la malaria. Donc l'incubation de la maladie est très variable, peut être de quelques jours à plusieurs mois.
90% des patients sont asymptomatiques, mais donc en cas d'immunodépression, le risque d'évoluer vers une maladie symptomatique est plus important, donc notamment chez les patients HIV, malnutris, les éthyliques, etc. Donc il y a 3 grands types de manifestations. Il y a tout d'abord l'amibiase intestinale aiguë, ensuite la colite post-amibienne et enfin les complications extra-intestinales. Donc l'amibiase intestinale aiguë a généralement un début assez brutal avec des émissions de sels glairo-sanglantes, diarrhéiques. On peut avoir un ténès rectal, des douleurs abdominales crampoïdes, une perte de poids et de la fièvre. Et ça peut mener à une colite fulminante qui peut évoluer vers la perforation dans de rares cas. Donc la colite post-amibienne, elle est liée aux lésions cicatricielles de l'amibiase, donc qui entraînent en fait des douleurs abdominales, des troubles du transit, une anorexie. Ça peut mimer une maladie inflammatoire intestinale. Au lavant-barité, on peut avoir un aspect en pile d'assiette ou en tuyau de plomb selon qu'il s'agit d'une colite spastique ou plutôt atonique. Et parfois, on peut avoir la formation d'amebomes qui sont des pseudotumeurs granulomateuses. Et enfin, les complications extra-intestinales donc, sont liées à la dissémination hématogène. Donc, l'amibe peut se déposer donc, au niveau du foie le plus souvent, parfois donc, du poumon, du cœur, du cerveau, de la rate. Et les complications extra-intestinales peuvent survenir très longtemps après la contamination, parfois plusieurs mois après. La colite concomitante est rare et donc l'examen des selles à ce moment est généralement négatif. Et le risque de complications extra-intestinales est majoré en cas d'immunosuppression. Il n'y a pas de guérison spontanée, donc il faut toujours traiter. Donc les examens complémentaires à réaliser, donc on peut faire un examen parasitologique des selles qui montre la présence de kystes et parfois de trophozoïtes, mais qui survivent très peu de temps dans le milieu extérieur. Donc il faut examiner les selles vraiment fraîches. On peut réaliser une coproculture, mais surtout pour éliminer les étiologies bactériennes au tableau de diarrhée. On peut aussi réaliser des sérologies qui sont positives généralement 5 à 7 jours après la contamination. Et la sérologie persiste par contre pendant des années, donc on peut avoir aussi des faux positifs, d'où l'intérêt de ne pas se fier à 100% à cette technique. Donc les meilleures techniques sont la détection d'antigènes par méthode ELISA et la PCR. Donc, au niveau du traitement, donc, il faut toujours traiter, même si le patient est asymptomatique, car il y a des risques de complications extra-intestinales et de contamination donc de l'environnement et d'autres personnes. Donc, le schéma recommandé, c'est l'utilisation du métronidazole pendant 10 jours, et puis de la paromomycine, qui est un aminoglycoside, qui va en fait jouer un rôle sur les kystes se trouvant dans la lumière intestinale, donc qui n'est pas absorbé par le tube digestif. Et donc, la paromomycine sera utilisée pendant 7 jours. Donc, ensuite, on réalisera un contrôle des selles à 3 reprises, 3 semaines après le traitement. Et quand quelqu'un veut se rendre dans un pays en voie de développement, on lui recommandera évidemment de ne pas boire de l'eau potable, de ne pas manger de crudités, etc. Donc, maintenant, quelques mots sur l'abcès hépatique. Donc, l'abcès hépatique à amibiase donne généralement de la fièvre et des douleurs abdominales. À la biologie, on peut retrouver une hyperleucocytose neutrophile, une augmentation des phosphatases alcalines, une anémie, une augmentation de l'AVS et de la CRP. L'abcès hépatique peut se compliquer de rupture qui peut évoluer vers une péritonite, une thrombose veineuse, de l'ampième selon l'endroit où ça se rompt. Donc si on ponctionne le kyste, en général, on aura un aspect de liquide brun chocolat lié à la nécrose des hépatocytes. Et l'examen direct et l'antigène est souvent négatif, donc le plus sensible et spécifique à ce niveau-là, c'est la PCR et la sérologie. Donc au niveau du traitement, il sera identique aux formes intestinales. Parfois, on devra réaliser une ponction s'il y a un risque important de rupture, et parfois une intervention chirurgicale sera nécessaire. Donc en conclusion, l'amibiase est liée au parasite Entamoeba histolytica, qui atteint essentiellement les régions à faible niveau d'hygiène. C'est la deuxième infection parasitaire la plus mortelle après la malaria. Elle est le plus souvent asymptomatique, mais il y a 3 types de manifestations cliniques, donc qui sont l'amibiase intestinale aiguë, la colite post-amibienne et les manifestations extra-intestinales. Donc le gold standard pour le diagnostic, c'est la détection d'antigènes et la PCR. Et il faut traiter dans tous les cas par paromomycine avec ou sans métronidazole, selon qu'il y a des symptômes ou pas. Voilà, merci pour votre attention.
Voilà, donc il s'agit en fait d'un cas d'une patiente de 54 ans qui a été admise pour une altération de l'état général. L'anamnèse est limitée parce que la patiente est d'origine ghanéenne et parle moyennement le français. On arrive à comprendre qu'elle se plaint, que ces plaintes auraient démarré après une piqûre de moustique après un retour d'Afrique de plus ou moins 2 mois, avec une asthénie et des douleurs qui sont un petit peu multiples, une vague notion de fièvre et des adénopathies. Maintenant, quand on regarde le dossier, on voit que ces adénopathies, elles les traînent pas depuis 2 mois, mais depuis environ quasi une année. Dans ses antécédents médicaux, on note pas grand-chose, une hypertension artérielle et un diabète de type 2 non insulino-requérant, pas d'antécédents chirurgicaux, pas d'assuétude, pas d'allergie. Un traitement qui se compose de zéstorétique, d'azaflo, un somnifère et de la metformine. Des paramètres qui sont acceptables, hormis une tachycardie à l'admission. À l'examen clinique, l'examen cardiologique et pulmonaire est rassurant. L'examen abdominal montre une grande hépatosplénomégalie avec quasi un travers de main pour la splénomégalie et 3 travers de doigts pour l'hépatomégalie. Et alors des ganglions partout, essentiellement sous-mandibulaires de 3 cm, cervicaux, sous-claviculaires, axillaires, inguinaux. L'examen neurologique, à part que la patiente est un petit peu ralentie, ne montre pas grand-chose. La biologie d'admission montre une anémie à 7 grammes par décilitre, des globules blancs dans la norme, avec des neutrophiles aussi dans la norme, mais un taux, une lymphopénie, des plaquettes dans la norme et un important syndrome inflammatoire avec une CFP à 271 mg par litre. On continue la prise de sang, et là on voit des sérologies, CMV, et toxoplasmose, on voit une immunité ancienne, une sérologie HIV positive. Et en remontant dans le dossier, on voit même que cette sérologie date d'il y a une dizaine d'années. Pas de carence en acide folique ni en acide B12 et une tendance à l'acidolyse avec des LDH qui sont majorés. On continue dans la prise de sang avec un typage lymphocytaire où on note une inversion du rapport T4 sur T8 et une population T4 qui est inférieure à la normale, ce qui est logique au vu de la sérologie HIV positive. La radiographie thoracique est sans particularité. Le scanner cervical confirme la présence d'adénopathie jugulo-carotidienne, spinale, sous-mandibulaire, sous-claviculaire, axillaire, avec certaines qui atteignent 2,5 cm de petit axe. L'échographie abdominale confirme l'hépatomégalie et la splénomégalie qui est mesurée à 18 cm. Le scanner cérébral montre une atrophie cortico-sous-corticale, mais pas d'effet de masse et pas de foyer évident démontré. Le scanner thoracique confirme également la présence d'adénopathie médiastinale et axillaire. Évidemment, vu toutes ces adénopathies, la patiente va au PET scanner qui confirme encore la présence d'adénopathie sus- et sous-diaphragmatique hypermétabolique et qui suspecte déjà une pathologie lymphomateuse. Là, dans le décours, la patiente a une IRM cérébrale qui est sans particularité et évidemment, la patiente bénéficie de sa fonction ganglionnaire qui contient un important contingent de lymphocytes B, donc ça c'est le typage, avec une origine monoclonale qui est suspectée et tous les marqueurs qui sont effectués, qui plaident pour un lymphome folliculaire en transformation avec un KI67 qui est très élevé à 60%. Et sur une anatomopathologie, au microscope, on a un lymphome folliculaire de grade 3A, focalement 3B, avec une réactivation EBV sous-jacente. La ponction lombaire est négative pour la recherche de lymphome. Donc on va conclure chez notre patiente à un lymphome de type B folliculaire de stade 4B et pour lequel on va initier une thérapie par R-époque et un HIV de génotype 2 en sida pour lequel on a initié du Stribil, une thérapie antirétrovirale. Alors, je vais faire une petite mise au point qui est assez spécifique, mais qui m'a paru quand même intéressante et pour lequel on a refait un peu la littérature. Donc, pour l'HIV et pour le lymphome,
En fait, quand on regarde la littérature, les patients séropositifs pour HIV vont, dans 25 à 40% des cas, avoir un cancer de façon générale, pas spécialement un lymphome, et 28% vont en mourir. 10% de ces patients vont avoir un lymphome non-hodgkinien, principalement les hommes. Et ça va surtout être des lymphomes systémiques, principalement des lymphomes diffus à grandes cellules et des lymphomes de Burkitt, moins fréquemment des lymphomes primitifs cérébraux. Il y a un rôle évident de la charge virale et du taux de CD4 chez ces patients. Alors, il y a une classification par l'OMS des lymphomes qu'on peut retrouver chez les gens qui sont immunocompétents, comme le lymphome de Burkitt, le lymphome diffus à grandes cellules, et des lymphomes, par exemple, qu'on va plus retrouver chez des patients HIV ou qui ont une immunodépression, comme le lymphome primitif des séreuses, ou des lymphomes au niveau plasmablastique, au niveau de la cavité orale, qui sont d'assez mauvais pronostics. La pathologie est peu claire. Pourquoi est-ce qu'ils développent plus des lymphomes? Il y aurait une notion de perte de contrôle virale, que ce soit EBV, HHB8. Des papiers suspectent une perte de la différenciation des lymphocytes B, ou une perte de fonction de la cellule dendritique et une désorganisation dans le ganglion. D'autres, c'est de la génétique avec des mutations sur les gènes BCL6 ou CMYC. Et un autre, un petit peu dans la littérature, suspecte un rôle de la thérapie antirétrovirale parce que dans un premier temps, il y a une immunodépression qui est marquée suite à l'initiation de la thérapie. Alors la clinique et le diagnostic, ils sont les mêmes que pour tous les lymphomes classiques. Avec une fièvre, une perte de poids, des sudations nocturnes, des adénopathies, une splénomégalie. Mais le tableau va généralement être plus avancé et plus floride. On va plus souvent retrouver des patients qui vont être à des stades plus avancés avec des invasions d'organes, de l'estomac, du poumon, de la moelle osseuse ou du système nerveux et plus floride. Le diagnostic, ça va toujours reposer sur la biopsie ganglionnaire avec un bilan radioclinique, voir s'il y a des adénopathies supra ou infradiaphragmatiques, j'arrive. Et la ponction lombaire ici va quasi être systématique comparé aux patients qui ont simplement un lymphome, parce qu'il y a 25% des patients HIV et lymphomateux qui ont une infiltration du système nerveux central. Donc voilà, ça c'est un petit rappel du stade de la classification d'Ann Arbor. Donc simplement le stade 1 ganglion, le stade 2 des ganglions d'un côté du diaphragme, le stade 3 infradiaphragmatique et 4 une invasion extranodulaire. Alors pour le pronostic et le diagnostic, l'âge, le taux d'LDH, le performance status et le stade sont plus importants en fait que le statut VIH à proprement parler pour le pronostic. Maintenant, il y a quand même l'importance de la charge virale, du taux de CD4. Si le patient était déjà sous thérapie antirétrovirale, ce qui aurait tendance à souligner que le VIH pourrait peut-être avoir muté, ou le type de lymphome. Il faut se méfier dans le traitement, par exemple, des thérapies antirétrovirales pour savoir s'il ne va pas y avoir des interactions avec le traitement du lymphome, en particulier pour le ritonavir. On a une meilleure survie et moins d'infections si le patient est déjà sous thérapie s'il y a une thérapie antirétrovirale, et on peut même la commencer en même temps pour les patients dont on fait le diagnostic du lymphome et du HIV en même temps. La prophylaxie est généralement indispensable dans les patients qui ont un lymphome. On le met souvent sous thérapie par Zovirax uniquement, en fonction quand même de leur hémogramme. On regarde s'il nécessite du diflucan ou du Bactrim, mais ici on est d'emblée avec une thérapie antibactérienne, virale et mycotique.
et on doit choisir une individualisation du traitement en fonction de leur taux de CD4. Le rituximab, s'ils sont, qui va aussi dépendre du taux de CD4 et du KI67. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour à tous, moi je suis en gastro pour le moment et je vais parler de 2 cas de colite aiguë qui étaient sévères, qui ont transité par notre service. Alors l'idée c'était un peu de refaire la mise au point d'une diarrhée aiguë et de parler plus spécifiquement des diagnostics de ces 2 cas. Donc le premier patient c'est un jeune homme de 26 ans qui vient pour des douleurs abdominales crampoïdes qui sont suivies assez rapidement par des selles liquides qui vont être progressivement sanglantes. Quand on lui demande, il dit qu'il avait à selle jusqu'à 15 fois par jour, il a de la fièvre à 39. Il n'a pas de nausée ni de vomissement, pas pris d'antibiotiques, pas voyagé. On note qu'il a quand même consommé une quiche un petit peu douteuse la veille avec ses collègues. Plusieurs d'entre eux sont malades. Dans ses antécédents, il a une sténose pylorique opérée. Il prend pas de traitement. Son examen clinique est plutôt rassurant. Il est en bon état général. Et donc, quand il est vu la première fois aux urgences, on lui fait une prise de sang. Il a une petite CRP et on lui le laisse rentrer à la maison avec consigne de faire des coprocultures et de faire un scanner si ça va pas. Donc, il revient le jour même, le soir. Et alors, sa CRP a déjà monté à 100 et on voit qu'il a une rectosigmoïdite au scanner. Et il est hospitalisé avec une antibiothérapie dans notre service et on attend les coprocultures. Le deuxième cas, c'est un monsieur de 67 ans qui vient avec des selles liquides sanguinolentes depuis 1 mois. Il dit qu'il y va jusqu'à 1 fois par heure. C'est en augmentation depuis ces derniers jours. Il a des douleurs abdominales qui sont crampoïdes, mais qui ne sont pas forcément liées aux selles liquides. Il a des ténèses, mais aussi beaucoup de gaz. C'est un monsieur qui a une rectocolite ulcéro-hémorragique qui est connue depuis 2001, sans vrai traitement de fond. Et il a un rendez-vous en gastro-entérologie dans 10 jours. Et donc, l'idée aux urgences, c'était de le laisser rentrer comme ça. Donc, on téléphone en gastro, on lui dit bah non, il faut quand même une prise de sang. C'est notamment aussi un monsieur qui a des antécédents de cardiopathie ischémique. Il a une pose de stent récente. C'était un stent nu, donc on l'avait mis sous Azaflo et Brilique pendant 1 mois. Et il signale que même avec l'arrêt du Brilique, les diarrhées sanglantes ne vont pas mieux. Et son examen clinique est lui aussi tout à fait rassurant. À sa prise de sang, il a un petit syndrome inflammatoire. Il n'a pas d'anémie ou une légère anémie et il est hospitalisé avec un traitement dans notre service. Donc à ce moment-ci, les hypothèses diagnostiques, ce sont principalement les colites infectieuses qui sont en grande partie bactériennes, virales, parfois parasitaires chez les gens qui ont voyagé ou qui ont des diarrhées qui durent depuis très longtemps. Les colites ischémiques, les colites pseudomembraneuses, et évidemment la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc le deuxième patient, ce n'est pas forcément une poussée, ça peut aussi être une infection ACMP qui mimerait la poussée de Mickey. Donc on distingue deux syndromes, le syndrome colérique de mécanisme toxinique et le syndrome dysentérique de mécanique entéro-invasif. Donc à l'anamnèse, évidemment, il faut savoir la durée des symptômes. Le plus important, c'est de savoir la fréquence des selles, combien de fois ils y vont par jour, l'aspect, si c'est aqueux, glaireux, sanglant ou purulent. Ça va déjà nous permettre de déterminer l'origine grêle ou colique. Quand c'est grêle, c'est aqueux, il y a des larges volumes, crampes intestinales, ballonnement et gaz. Quand c'est colique, c'est plutôt de petits volumes fréquents, avec des douleurs abdominales plutôt intermittentes, de la fièvre, du sang, des glaires. Et ceci, ça va déjà nous permettre d'en savoir un peu plus sur quel pathogène donne ces selles sanglantes. Et alors, il est important de savoir s'il y a des symptômes associés. De la fièvre et des plaintes symptomatiques chez quelqu'un qui a voyagé peuvent faire penser à une fièvre typhoïde, par exemple, des douleurs abdominales, et savoir s'il y a des lipothymies ou des signes de choc, qui, surtout chez les patients cardiovasculaires, qu'il ne faut absolument pas laisser rentrer à la maison. Donc voilà un petit peu les différents pathogènes qui peuvent donner les diarrhées au niveau du petit intestin. C'est les salmonelles, les Escherichia coli, staphylocoque doré. Dans les virus, plutôt rotavirus, norovirus. Dans les protozoaires, les cryptosporidies, les microsporidies, surtout chez les patients immunodéprimés. Et au côlon, on va plutôt penser à des campylobactères, Shigella, Clostridium difficile selon le contexte. Il a été hospitalisé, les Vibrio, les Yersinia. Virus plutôt cytomégalovirus, adénovirus, l'herpès
et les protozoaires, l'amibiase. Donc, il est très important de savoir ce qu'ils ont mangé aussi avant. Est-ce qu'il y a eu des produits laitiers non pasteurisés, de la viande ou des poissons qui sont peu ou pas du tout cuits, contact avec les animaux, surtout des poulets, voyage dans certaines zones endémiques, consommation d'eau non potable. Est-ce qu'il y a eu une exposition professionnelle? Donc, les gens dans les garderies sont plus sujets à faire des rotavirus ou des cryptosporidies. Est-ce qu'il y a une prise d'antibiotiques récente ou d'autres médicaments? On sait notamment que les IPP favorisent les infections. Est-ce qu'il y a des comorbidités? Un patient qui est cardiovasculaire ou immunodéprimé sera plus sujet à faire des soucis. Et est-ce qu'il y a une notion de contage ou est-ce que le patient est en collectivité? À l'examen clinique, on va surtout essayer de savoir si c'est un abdomen aigu et s'il y a des signes d'hypovolémie. Au niveau des examens complémentaires, la biologie va permettre de voir s'il y a des désordres hydroélectrolytiques, comment est la fonction rénale, le bilan infectieux, comment est la CRP, est-ce qu'il y a une anémie, est-ce qu'il y a une thrombopénie, est-ce qu'il y a une lymphopénie. Les hémocultures, c'est seulement si le patient a de la fièvre, et les coprocultures sont évidemment l'élément clé. Ça va permettre de faire un examen direct de la flore, de rechercher des pathogènes digestifs spécifiques. La culture, ce sera selon le contexte, Clostridium difficile chez les patients qui sont hospitalisés. On va pouvoir rechercher des toxines aussi avec des sérotypes bactériens particuliers. Et la culture virale et l'examen parasitaire, surtout chez les patients immunodéprimés. Donc ici, quand est-ce qu'on parle de maladies sévères? Donc, les patients qui ont des maladies sévères, c'est des gens qui ont des signes d'hypovolémie, qui ont plus de 6 selles par jour, qui ont des douleurs abdominales sévères, qui ont de la fièvre au-dessus de 38, qui sont âgés au-dessus de 70 ans, ou qui ont des comorbidités sévères, et qui ont évidemment des MICI. Les femmes enceintes aussi, qui sont 20 fois plus sujettes à faire des listérioses. Donc, ces patients doivent être au moins avoir des coprocultures, et dans la plupart des cas, être hospitalisés. Et donc, sans ces symptômes, la coproculture est discutable. La plupart du temps, c'est viral, donc il n'y a pas forcément nécessité de faire des coprocultures. Alors, l'endoscopie digestive, la colonoscopie ou la rectosigmoïdoscopie va être faite s'il y a un syndrome dysentérique chez des patients immunodéprimés. Ça va vous permettre d'avoir une microbiologie et l'anatomopathologie, permettre de savoir la localisation, de faire un diagnostic différentiel. Les examens radiologiques sont souvent inutiles, mais restent bons dans certains cas. L'abdomen à blanc peut montrer un mégacolon toxique. Une échographie abdominale avec un opérateur entraîné peut montrer un épaississement pariétal colique, une colite pseudomembraneuse, et le scanner abdominal va permettre surtout de faire le diagnostic différentiel et d'éviter les complications, savoir si c'est un abdomen aigu. Donc ça, j'en ai parlé. Donc oui, la diarrhée sanglante, on recherche les E. coli entéro-hémorragiques, les entamoeba, les Shigella toxines, les salmonelles, le campylobacter et les leucocytes fécaux. Donc on sait que si les leucocytes fécaux sont négatifs, ça va être entraîner une recherche de l'amibiase, la colite ischémique et la MICI. Et le traitement est principalement symptomatique, répression liquidienne, correction des troubles hydroélectrolytiques et régime adapté. Au niveau du traitement étiologique, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, ça va être chez les patients que j'ai cités qui ont des symptômes sévères. Et on va aller à la chirurgie chez les patients qui ont des abdomens aigus d'emblée. Donc, le cas clinique numéro 1, on reçoit les coprocultures. Et c'était une Shigella species. Donc, les Shigelloses, c'est des entérobactériacées pathogènes qui sont gram-négatives et qui sont strictement pathogènes. Il y a 4 types. Les plus mauvais sont les Shigella dysenteriae qui produit la shigatoxine. Donc c'est une incubation de 1 à 7 jours, plus souvent 2-3 jours, transmission par voie féco-orale et une invasion de l'épithélium du côlon, ça entraîne une inflammation puis la mort des cellules. Et alors il y a après une multiplication intracellulaire et ça se propage aux cellules voisines latéralement. Ça donne des douleurs abdominales, nausées, vomissements, fièvre, selles glairo-sanglantes. Les formes compliquées qu'il faut vraiment suivre, c'est le syndrome de Reiter, les perforations intestinales, mégacolon toxique, bactériémie, les complications neurologiques qui peuvent aller jusqu'à l'encéphalopathie et les convulsions, et le syndrome urémique hémolytique. Le traitement, il va être supportif et l'antibiotique, ça va être dans les cas sévères.
parce qu'on sait que les Shigella sont de plus en plus résistants aux antibiotiques. Et donc, ce sera soit de l'amoxicilline, du Bactrim ou des fluoroquinolones. Et notre patient avait été mis sous ciproxine et il a très bien évolué. Dans le cas clinique numéro 2, c'est une colite aiguë grave. Donc, on lui fait une rectosigmoïdoscopie et on voit des ulcères qui sont creusés, séparés de muqueuses malades. On dit que c'est une poussée sévère de rectocolite hémorragique. L'anatomopathologie confirme que la maladie est très active, qu'elle est évolutive et ulcérée. Et c'est un score de Mayo 3, donc c'est la troisième photo, donc muqueuse normale et muqueuse fort atteinte. Donc les critères qui doivent nous faire penser absolument chez des patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques à ce diagnostic, c'est les critères de Trulove et de Witt. Donc principalement, ça va être la fréquence des selles qu'il faut toujours demander. S'il y en a plus de 5 sur 24 heures, il ne faut pas laisser rentrer les patients à domicile. S'il y a de la fièvre avec fréquence cardiaque augmentée et surtout s'il y a une anémie en dessous des 10 mg par décilitre. Et l'albumine également, mais l'albumine n'est pas dosée en urgence. Et ce sera une surveillance qui est médico-chirurgicale. Donc les chirurgiens doivent être au courant. Le traitement des formes compliquées, colectasie, pneumopéritoine, hémorragie digestive basse massive, c'est une colectomie subtotale en urgence. Et les formes non compliquées, ça va être une antibiothérapie par ciproxine et flagile jusqu'à ce qu'on ait des coprocultures, une corticothérapie IV après avoir réalisé une endoscopie à 1 mg/kg par 24 heures pendant 5 jours. On met au repos le tube digestif, il faut une ALBPM prophylactique. Et si après 5 jours il y a un échec, il faut reparler avec les chirurgiens. Et il pourrait qu'on aille à la colectomie avec une diminution du taux de mortalité de 30% à 3%, donc c'est quand même assez important. Et sinon, on peut donner de la cyclosporine ou de l'infliximab. Donc les patients MICI qui viennent hospitaliser auront toujours un bilan pré-immunosuppresseur. Donc voilà. Et alors au niveau de l'infection ACMV, il faut toujours la rechercher. Donc c'est fréquemment présent dans le tissu colique, ça peut mimer une poussée, ça peut être également à l'origine d'une résistance au traitement et d'un taux élevé de colectomie. L'infection, elle peut être latente ou active, ça donne de la fièvre, leucopénie, atteinte viscérale. Et alors le diagnostic, il va être fait par des biopsies coliques, il faut rechercher spécifiquement le CMV et aussi au niveau de la PCR sanguine. Donc on traitera quand le DNA CMV est à plus de 25 000 copies par millilitre. Le traitement sera ganciclovir, gancivir et l'arrêt de l'immunosuppresseur. Voilà. Merci pour votre attention.